Bonjour à tous, ça fait un petit moment que j'essaie de faire une vidéo sur les données américaines portant sur les viols et les violences conjugales, et surtout la part des hommes dans l'ensemble des victimes. Le sujet est tellement vaste que j'arrive pas à le condenser de manière digeste. J'ai donc décidé d'y aller petit à petit. Je ne sais pas combien de vidéos je ferai sur le sujet, sur 2, peut-être même 3 ou plus. Dans cette première vidéo, j'ai décidé de me baser uniquement sur une étude en particulier, celle que j'abordais dans la vidéo sur les femmes battues. Cette étude est plutôt complète, sérieuse, elle porte sur 8000 femmes et 8000 hommes. La méthodologie semble sérieuse elle aussi à première vue, et elle provient d'un institut ouvertement féministe et plutôt reconnu. Cette étude a été sponsorisée par le CDC et l'Institut national de justice américain. Donc ce n'est pas une étude que j'ai choisie parce qu'elle était ouvertement bidon ou quoi que ce soit, c'est une étude réputée pour être sérieuse et servir de pointure dans le domaine. Voyons donc comment ils abordent le sujet. Ils trouvent que les femmes sont plus souvent victimes. Ils disent que c'est en accord avec d'autres études et en contradiction avec encore d'autres. Ils préconisent donc de faire d'autres études sur le sujet. Dans un premier temps, leur définition du viol est bidon. Un homme ne peut pas être victime de viol dans la majorité des cas où l'agresseur est une femme. Et le pire, c'est que c'est l'une des meilleures définitions du viol présentes aux USA. Avant ça, les hommes étaient par définition exclus des victimes de viol. Donc cette définition, que vous voyez là, aussi minable soit-elle, est en réalité une avancée dans le domaine. J'espère que vous vous rendez compte à quel point les études féministes sont minables sur le sujet. Mais au-delà de ça, on peut aussi et surtout voir qu'ils n'ont tout simplement pas posé les questions aux hommes, comme ça, sans raison particulière. Comme on peut le voir sur le tableau 14, les hommes ne vont pas chercher de l'aide à l'hôpital, donc se servir des données des hôpitaux est encore une fois ridicule. Idem pour le tableau 15. Sur le tableau numéro 16, on voit que les hommes se tournent beaucoup moins souvent vers la justice, donc se servir des données de la justice n'est pas non plus pertinent. L'ampleur des attaques joue certes un rôle dans cette étude. On peut voir dans le tableau 17 que les hommes rapportent plus souvent un incident isolé ou mineur, mais l'appréciation du caractère mineur de l'agression est laissée à la victime et n'est certainement pas fiable. Si on regarde la colonne des femmes violées, 20% ont dit que c'était une agression mineure ou isolée, donc sans nécessité de le reporter à la justice. Un viol, une agression mineure. Clairement, les victimes sous-estiment les violences qu'elles subissent quand ça concerne ce genre d'agression. Les féministes parlent de justification ou de minimisation du viol par exemple, et pour le coup, à juste titre. Or, les hommes sous-estiment bien plus leur victimisation que les femmes. Les femmes ont des passe-droits en justice en matière de violence conjugale et de viol au moins. On le voit parfaitement sur ce tableau. Alors, à lui seul, il ne pourrait pas être suffisant, et on pourrait me dire que les hommes commettent des actes plus violents par exemple. Bon alors si c'est ce que vous pensez, revenez 30 secondes en arrière parce que vous avez manqué un passage de la vidéo clairement. Ensuite, quand en moyenne les Afro-Américains ont des peines 10% plus lourdes que les autres, vous criez au racisme. Mais quand on vous dit qu'en parallèle, les hommes ont des peines 60% plus lourdes pour les mêmes crimes et qu'ils ont 2,5 fois plus de chances que les femmes d'être incarcérées, là, ce serait pas du sexisme. Il va falloir être cohérent 30 secondes là. Mais enfin, poursuivons. Est-il pertinent de s'intéresser au rapport de police? Eh bien, regardons le tableau suivant, le numéro 20. On voit que les hommes sont 2 fois moins souvent victimes que les femmes d'après ce sondage. Les hommes ont reporté à la police dans 13,5% des cas leur victimisation, quand les femmes l'ont fait dans 26,7% des cas, soit 2 fois moins souvent pour les hommes victimes. Les accusés femmes ont été arrêtés dans 12,13% des cas, les hommes accusés dans 36,4% des cas, soit 3 fois moins souvent pour les hommes victimes. Les accusés femmes ont été poursuivis en justice dans 36% des cas, les hommes dans 75% des cas, soit 2 fois moins souvent pour les hommes victimes encore une fois, et au final moins de 5 femmes, soit moins de 0,0003% des femmes coupables ou présumées coupables ont été jugées coupables contre la moitié des hommes accusés. D'un côté, on a 0,0003% des femmes contre la moitié des hommes. Voici donc le résultat qu'on obtient. Pour le même nombre de victimes hommes et femmes, les hommes appellent la police 3 fois moins que les femmes. Parmi les victimes qui ont appelé la police, les femmes coupables sont arrêtées 3 fois moins souvent que les hommes coupables. Parmi les agresseurs arrêtés, les femmes sont poursuivies en justice plus de 2 fois moins souvent que les hommes coupables. Parmi les personnes poursuivies en justice, les femmes sont condamnées 10 fois moins souvent que les hommes coupables. Et là je sens qu'on va me dire que les hommes sont plus violents ou se comportent moins bien lors des audiences par exemple. Alors 68% des femmes ayant eu des injonctions à distance l'ont transgressé, contre 50,6% des hommes présumés coupables.
Donc non, les femmes ne sont pas moins violentes ou moins irrespectueuses, elles le sont tout autant, voire davantage. Simplement, elles ont l'aval des médecins, de la police et de la justice. Et si jamais ça suffit toujours pas, elles n'ont qu'à faire un outrage sur Twitter et elles auront les féministes et donc les médias de leur côté. À cela, j'aimerais rajouter un autre aspect, les conditions d'arrestation. Je vais devoir me baser sur d'autres études par contre, étant donné que celle-ci n'a pas abordé le sujet. Les hommes victimes d'agressions sévères refusent pour beaucoup d'aller chercher de l'aide parce qu'ils savent qu'ils seront considérés comme les agresseurs et non les victimes. Ce n'est pas le patriarcat qui dit ça, c'est la rhétorique qui nous met ça dans la tête. On the whole issue of domestic violence. That's just another word, really. It's a cleanup word about wife beating, because that's really what it is, or dating violence. And it's not girls that are beating up on boys, it's boys that are beating up on girls, and using violence to intimidate and to control. And we have very few what's called domestic violence shelters, which are places that women can leave their home with their children and get a new start, get out of the violence. But there are not nearly enough of them. We need more funding and more resources, because it is a tremendous disadvantage for women and girls. Pourquoi n'appellent-ils pas la police? Près de la moitié des hommes ayant appelé de l'aide à la police ont été menacés d'arrestation. 1 sur 2. Un tiers est purement et simplement ignoré, sans justification. C'est-à-dire que même quand ils appellent, on fait l'effort conscient de ne pas les écouter. Mais poursuivons. Parmi ceux qui ont été écoutés, soit 2 tiers des victimes, 1/5 a été arrêté à la place de la femme. J'ai trouvé d'autres études qui disaient que c'était 1/4 des hommes. Donc les chiffres semblent plutôt similaires et constants. On est entre 20 et 25% des hommes qui sont écoutés par la police qui sont en fait arrestés par la police. J'avais mis de côté plusieurs études américaines sur le sujet, mais j'ai pas réussi à les retrouver. En revanche, il y a celle-ci qui montre que si un homme appelle à l'aide la police parce qu'il est battu par sa femme par exemple, il a plus de chances de se faire arrêter que de voir sa femme, donc l'agresseur, se faire arrêter. Vous pourrez lire n'importe quelle étude sur les hommes battus aux États-Unis notamment, et vous verrez qu'à chaque fois il y a un nombre significatif d'hommes qui subissent des pressions psychologiques de la part de leur femme, par exemple, que ce soit au niveau des enfants, mais aussi très souvent au niveau de la police. Très régulièrement, il me semble que c'est généralement dans les 2 tiers des cas, les femmes ont menacé une fois ou une autre ou plusieurs fois la victime, donc l'homme, de se faire passer pour la victime s'il appelait la police. Et dans les faits, c'est comme ça que ça se passe. Et visiblement, ça marche très bien. L'un des arguments justifiant ce comportement de la police et de la justice est que les femmes arrêtées sont moins susceptibles d'avoir un passé judiciaire de violence conjugale ou sexuelle. Alors en soi, l'argument est valide. Mais maintenant, revenons quelques minutes en arrière et visionnons une deuxième fois ce tableau. Les femmes ne sont jamais condamnées quand elles sont coupables, donc c'est pas surprenant de voir qu'elles n'ont pas de casier puisqu'elles ne sont jamais condamnées. D'autres chercheurs féministes bien sûr ont prétendu que les charges étaient plus souvent abandonnées ou réduites vis-à-vis des femmes parce qu'elles faisaient subir des violences plus faibles. Or c'est faux. Plus les violences commises de la part des femmes est élevée, moins elle aura de chances d'être poursuivie. Or c'est le schéma inverse pour les hommes coupables. C'est la même chose quand on regarde la probabilité que la victime signale son agression. Plus la violence sera élevée, plus les femmes iront la signaler, alors que chez les hommes c'est le schéma inverse. Là encore, prendre les chiffres de la justice, de la police ou des hôpitaux n'est clairement pas pertinent. Les juges sont incompétents, les policiers sont des crétins et les infrastructures hospitalières ne sont pas adaptées aux hommes. Sans même parler des condamnations, les poursuites judiciaires elles-mêmes sont concernées et de manière significative. 47% des plaintes concernant une femme violente ont tout simplement été rejetées. Là encore, l'étude conclut à un traitement plus sympathique en faveur des femmes. Dans les cas de violence ayant entraîné des blessures graves, 71,14% des hommes coupables ont été jugés coupables, contre 22,2% des femmes coupables. Là encore, l'étude conclut à un traitement injustifié des citoyens, arguant par exemple que pour les mêmes préjudices, les hommes n'avaient pas le droit au même niveau de protection que les femmes. Mais en même temps, est-ce vraiment surprenant venant d'une société qui se moque du fait qu'une femme coupe à vif le pénis de son mari ou de l'homme avec lequel elle avait un rencard, pour le simple prétexte qu'il voulait divorcer? Men out there, brace yourselves, because we're about to go there because this woman. We're about to go there because this woman allegedly did. According to the Orange County DA's office, Catherine Q. Becker is accused of cutting off her husband's penis with a knife, taking his penis and throwing it into the garbage disposal. She's been charged with felony torture and aggravated mayhem. Police say Becker attacked him because he filed for divorce. She's being held. She goes, that'll teach him. She is being held in a California jail while her husband remains in the hospital. I bet you that those prison guards are wearing one of those things that footballers wear? Those metal cups. Oh yeah, the athletes wear Yes, the yes. cups. Yes. I mean, I don't know the circumstances. I don't know why he filed for divorce. I don't know what was going on between them. However, I do think it's quite fabulous. I mean,
mean, can you just imagine that thing whizzing around the disposal? It's like hysterical. But however, I think I would have just, depending on why she cut it off. I mean, it does depend on the reasons why. Does it? Oh, yeah. Oh, yeah. Yeah, standards. What would be an acceptable reason? Oh, I'll think of one. I would have just thrown it in the dog's bowl. Why does the dog have to suffer? Chewing on an old bone. Well, remember the Lorena Bobbitt, the Bobbitt case where Love her. she kind of did that Love first? her. I like candles by her picture. You love Bobbitt? Well, at least she didn't put it in the garbage disposal. So they went and they found it in a field somewhere, and they were able to reattach it. But once you put it in the garbage disposal, I guess there's no reattaching it. And also, it's like, was she like, oh, I cut it off, but that's not enough. I'm going to throw it in the garbage disposal. And then turn it She on. wasn't satisfied by just cutting it off. You know? I don't know that there's anything that my husband could do to make me that mad, though. Oh, I can think of some. Really? All right, like what? No, it's actually not funny. I just said that to be funny. But there are things that I don't want to say because we're laughing about it. It's fun. That I can think of one thing that a man can do that I would consider chopping up his stuff. And what is it? Cheating. No, it's not cheating. No, like I think I got it. I do. Like, you know, like a bad crime kind of thing. But I was also thinking, I wonder what their fights were like before this. Like, what their fights were like, oh, if you don't take out the trash, I'm going to cut your penis off. Right, did he see it coming? What are signs? But allegedly, there's so much premeditation. There's poisoning the food or drugging him and tying him up. And then when the police got there, she was like, he deserved it. He's in there. That's what she said. Who was the police? She did. Oh, that was nice. There's something I want to point out, though, not to be like a total buzzkill, but it is a little bit like sexist. Like if somebody cut a woman's breast off, no one would be sitting laughing. Like it's not that right to sit around laughing about it if we think about it. It's different, though. It is different. One's floppy and dry. Sticks up like that. It's easy to do that. Some are floppy. Both can be floppy. Hello and welcome to The Talk. Welcome to The Talk. Last Thursday on the show, we talked about Catherine Q. Becker, the woman making headlines for allegedly cutting off her husband's penis. It was a free-flowing conversation, and we all weighed in. Well, no, I would like to say something that I do not condone genital mutilation. You okay, Sharon? It's just, I do not condone genital mutilation, and I didn't mean any harm by laughing about it, and I'm sorry that I offended people, because that's not my intention, or the intention of this show. It's not what we're about. Exactly. So I apologize. Well, thank you. And thank you for speaking from your heart, Sharon. All right, moving on. Donc au regard de toutes ces infos, il est évident qu'il faut conclure que les données des hôpitaux, de la justice ou de la police ne sont pas une seule seconde représentative des faits, et que les hommes sont injustement traités à tous les niveaux. Mais en fait non, il restait bien une étape pour que cet abandon soit complet, la négation statistique. Et cette étude ainsi que la quasi-totalité des autres études féministes s'en sont pleinement chargées. Elles ne préconisent aucune attention particulière pour les hommes, alors qu'ils en ont visiblement besoin, et bien plus que les femmes victimes. Elles ne préconisent pas non plus de réduire la différence entre les aides dont les différentes victimes ont besoin, et l'aide qui leur est actuellement fournie. Je précise que c'est le but prétendu de ces études, mais bon. Le sondage se présente comme étant contre les violences faites aux femmes, donc à partir de là, je crois qu'il fallait pas vraiment s'attendre à de l'honnêteté et de la rigueur de la part des personnes qui tirent des conclusions avant de faire leurs études et qui surtout gagnent leur vie et leur crédibilité via ces conclusions hâtives. Mais c'est quand même dingue, malgré tous ces biais féministes, on trouve qu'il y a quand même 40% des victimes qui sont des hommes. Pourtant, les féministes ne financent aucun refuge pour hommes, aucune campagne pour hommes ou qui inclurait les hommes. Et pire encore, ils censurent des documentaires comme celui de Casey J étant donné qu'il parle des hommes battus et violés, et que son but était de sensibiliser à ce problème culturellement, populairement et politiquement ignoré. Même avec cette constante négation culturelle et systémique, on trouve qu'il y a 40% des victimes qui sont des hommes.